Saviez-vous que dans certaines cultures, des personnes âgées de 80 voire 90 ans marchent encore des kilomètres, se relèvent du sol sans effort et vivent avec une autonomie totale? Pendant ce temps, ici, des milliers de personnes perdent leur force peu après 60 ans et finissent donc prisonnières de cannes, de médicaments, voire de lits. Quel est leur secret? Je suis la Dréana Espérance, spécialiste de la longévité, et aujourd'hui, je vais vous révéler 5 exercices aussi simples qu'oubliés qui peuvent rendre votre indépendance. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires « Je veux l'indépendance jusqu'à 90 ans ». Ce geste vous relie à une vérité que presque personne n'ose dire. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la différence entre vieillir limité ou vivre maître de votre vie se joue dans les prochaines minutes. Imaginez la scène. Un homme de 62 ans, fraîchement retraité, rêvait de voyager, de jouer avec ses petits-enfants et de profiter enfin de son temps libre. Mais en quelques mois, un détail presque invisible a tout changé. D'abord, il a eu du mal à se lever de son fauteuil. Puis il a remarqué que monter les escaliers exigeait un effort démesuré. En moins de 2 ans, sa vie s'est réduite à des consultations médicales, des antidouleurs et la peur constante de tomber. Cette histoire n'est pas isolée. C'est le portrait de millions de personnes qui franchissent la ligne invisible de la fragilité après 60 ans. La sédentarité, si normalisée, agit comme une prison silencieuse. Elle ne fait pas mal immédiatement, ne crie pas au secours, mais draine jour après jour la force qui devrait soutenir des décennies de vie active. Maintenant, comparez avec la scène d'un village au Japon. Des personnes âgées de 85 voire 90 ans marchent chaque jour des kilomètres, jardinent, s'assoient par terre pour partager un repas et se relèvent avec la même aisance que quelqu'un de beaucoup plus jeune. Quelle est la différence entre ces deux mondes? Ce n'est pas une génétique miraculeuse, ni des compléments coûteux. C'est le mouvement, mais pas n'importe lequel. Ce sont des schémas corporels ancestraux, intégrés à la routine, qui maintiennent les muscles éveillés et les articulations vivantes. Le problème, c'est qu'en Occident, la vie moderne a détruit ces schémas. Nous passons des heures assis sur des chaises qui ont atrophié nos hanches. Nous utilisons des ascenseurs qui ont volé la force de nos jambes. Nous prenons des médicaments qui masquent la douleur au lieu de restaurer la vitalité. Résultat, à 60 ans, beaucoup vivent déjà comme s'ils en avaient 90. Et c'est ici qu'intervient le premier exercice. Simple, discret, presque oublié, capable d'inverser cette trajectoire. Mais avant de le révéler, il faut comprendre un ennemi invisible, la sarcopénie. Peu de gens connaissent ce mot, mais il décrit la perte progressive de masse musculaire avec l'âge. C'est comme si les muscles s'effaçaient en silence. À 40 ans, on se sent encore fort. À 50, on ressent peut-être une gêne. Mais à 60, si rien n'est fait, cette perte devient une fragilité irréversible. Et ne vous y trompez pas, la sarcopénie n'affecte pas seulement la force, elle compromet aussi l'équilibre, la coordination et même la santé mentale. Des études montrent que la perte de masse musculaire est directement liée à l'augmentation de la dépression et au risque de chute fatale. Le plus sombre, c'est que cela n'est pas inévitable. L'industrie de la vieillesse, celle qui prospère grâce aux fauteuils roulants, aux médicaments antidouleurs, aux maisons de retraite et aux chirurgies, préfère que vous croyiez que le déclin est naturel. Après tout, une personne âgée et indépendante ne rapporte rien. Mais le secret qu'il taise est brutalement simple. Il existe des exercices capables de réactiver les fibres musculaires endormies, de réveiller les réflexes d'équilibre et de rendre des années de vitalité. Le premier semble banal, mais cache un pouvoir surprenant. C'est le mouvement de se relever du sol sans utiliser les mains. Cela paraît facile? Essayez maintenant. Asseyez-vous par terre, croisez les jambes et tentez de vous relever sans vos bras. Pour beaucoup de plus de 60 ans, c'est presque impossible. Mais c'est justement là que se trouve le test et la solution. Ce mouvement active les hanches, l'abdomen, les cuisses et même les muscles de la colonne vertébrale, un ensemble complet pour l'indépendance. Il apprend au corps à travailler en synergie, réactivant des schémas oubliés par la sédentarité. Des chercheurs brésiliens ont même mis au point le test assis debout,
qui prédit avec une précision étonnante la longévité d'une personne. Moins vous avez besoin de soutien pour vous relever, plus vos chances de vivre longtemps et en bonne santé augmentent. Ce n'est pas de la fiction. C'est une science ignorée parce qu'elle ne rapporte pas. Après tout, on ne peut pas vendre un exercice aussi simple que s'asseoir et se relever. Réfléchissez. Combien de fois par jour vous asseyez-vous sur une chaise, un canapé ou un lit, et combien de fois vos muscles font-ils réellement tout le travail, sans appui, sans ruse? C'est cet effort que les Japonais entretiennent, car leurs maisons valorisent encore l'acte de s'asseoir sur le tatami, au sol. Chaque repas, chaque rencontre sociale est une occasion d'entraîner des muscles qui, en Occident, se fanent en silence. Ce premier exercice n'est que la pointe de l'iceberg. Il redonne de la mobilité aux hanches, renforce la base du corps et crée la fondation pour tous les autres mouvements. Et voici la partie la plus effrayante. Si vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, cela signifie que vous avez déjà perdu une partie significative de votre réserve fonctionnelle. C'est comme si votre autonomie s'écoulait goutte à goutte. Imaginez ce que cela signifie au quotidien. Ne pas pouvoir se relever seul après une chute dans la salle de bain. Avoir besoin d'aide pour sortir d'un fauteuil. Ressentir la panique en réalisant que chaque pas peut se transformer en déséquilibre. C'est ainsi que commence la dépendance. Et c'est exactement ce que combat ce premier exercice. Maintenant, fermez les yeux et visualisez-vous dans 10 ans, vous relevant du sol avec la même facilité qu'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement de la force physique, c'est de la dignité, c'est de l'indépendance. C'est la différence entre être spectateur de votre propre vie ou en être l'acteur principal. La sédentarité, lorsqu'elle est acceptée comme un destin, est une sentence silencieuse d'emprisonnement. Mais ce mouvement simple est la clé qui peut ouvrir la cellule. Beaucoup de personnes âgées au Japon le pratiquent sans même le considérer comme un exercice, car il fait partie de leur quotidien. Cette naturalité est ce que l'Occident a perdu. En échange de mouvements ancestraux, nous avons choisi la technologie, le confort immédiat, les chaises moelleuses, les canapés profonds. Sans nous en rendre compte, nous avons troqué la vitalité contre la commodité. Et il y a un autre détail troublant. Les médecins savent que ce type d'exercice préserve l'autonomie, mais ils l'enseignent rarement, non pas parce qu'il ne fonctionne pas, mais parce que le système ne l'encourage pas. Dans les hôpitaux et cabinets, le temps est compté. La pression pour prescrire est énorme, et l'idée que des exercices simples puissent prévenir des hospitalisations paraît presque subversive. Certains professionnels admettent en privé que la meilleure prescription serait le mouvement, mais préfèrent se taire face à un système qui gagne davantage avec la maladie qu'avec la santé. Ce silence coûte cher. Chaque personne qui perd la capacité de se relever seule s'ajoute aux statistiques de chute, de fracture de la hanche et d'hospitalisation prolongée. Chaque fragilité précoce devient un patient dépendant, et chaque patient dépendant rapporte à la machine de l'industrie de la vieillesse. Mais il existe une issue. Retrouver ce premier mouvement, c'est retrouver un symbole de résistance. C'est dire à son corps « je commande encore ». C'est défier le récit selon lequel vieillir signifie obligatoirement perdre sa force et son autonomie. Il ne s'agit pas d'un miracle, mais d'une habitude. Une habitude construite jour après jour, avec de petites répétitions qui, accumulées, transforment le destin. Et pourtant, ce n'est que le début, parce que le deuxième exercice, apparemment encore plus banal, cache un impact dévastateur que peu connaissent. Non seulement il renforce, mais il révèle un risque caché qui pourrait accélérer la fragilité sans que vous le sachiez. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensuite. Ce qui semble inoffensif peut en réalité être la racine silencieuse de la perte d'indépendance. Mais ce que nous découvrons avec le deuxième exercice est encore plus troublant. Le corps humain est une machine d'adaptation, mais aussi d'oubli. Ce qui n'est pas utilisé s'efface. À 60 ans, la plupart des gens ont déjà passé des décennies assis dans des chaises, des fauteuils et des canapés qui ont façonné leurs muscles pour l'inactivité. C'est comme si le corps avait désappris à se soutenir lui-même. La fragilité ne surgit pas brutalement. Elle avance comme une ombre, presque imperceptible, jusqu'au jour où elle devient impossible à ignorer. Le deuxième exercice que je vais vous révéler
paraît si simple que beaucoup en riront, mais c'est justement pour cela qu'il est négligé. Et cette négligence détruit plus de vies que vous ne pouvez l'imaginer. Pensez à la marche. Combien d'adultes de plus de 60 ans peuvent encore marcher 10, 15, 20 minutes sans ressentir une fatigue écrasante, des douleurs aux genoux ou un essoufflement intense? Marcher devrait être naturel, mais c'est devenu un défi parce que la force des jambes et la stabilité du tronc ont été abandonnées. Le deuxième exercice est de marcher, mais pas comme vous l'imaginez. C'est la marche consciente pratiquée sur un terrain irrégulier où chaque pas exige équilibre, attention et contrôle. Contrairement aux tapis roulants ou aux promenades sur des sols parfaitement lisses, marcher sur des surfaces variées oblige le corps à réagir, renforce les chevilles, réveille les muscles stabilisateurs et entraîne les réflexes qui peuvent faire la différence entre une chute fatale et la sécurité. Au Japon, les personnes âgées marchent dans des rues étroites, des pentes, des sentiers proches des villages. Cette diversité de mouvements garde le corps éveillé. Ici, en Occident, les rues planes et l'obsession du confort ont tué cet entraînement invisible. Le risque caché est évident. Lorsqu'un obstacle inattendu surgit, un tapis mal fixé, une marche mal vue, le corps ne répond plus. Et il suffit d'une chute pour déclencher la spirale de la dépendance. Une fracture de la hanche peut voler des années de vie, transformer l'indépendance en prison et forcer quelqu'un à se soumettre à ce qu'il craint le plus, avoir besoin de soins constants. Je me souviens d'un patient qui illustre parfaitement cet abîme. Il s'appelait Antonio, avait 78 ans et avait passé presque une décennie enfermé dans une routine sédentaire. Télévision, médicaments, siestes interminables. Un jour, il a trébuché sur le tapis du salon. La chute n'a pas été grave, mais il n'a pas pu se relever seul. Ce détail, qui semblait insignifiant, a détruit sa confiance. La peur s'est installée et en quelques semaines, il a cessé de marcher autant qu'avant. Privé de défis, son corps s'est affaibli encore davantage. Quand je l'ai rencontré, il utilisait déjà un déambulateur, sans raison médicale qui justifiait une telle limitation. Nous avons alors commencé avec de courtes promenades dans un environnement contrôlé, puis des trajets comportant de légères irrégularités. En moins de 6 mois, Antonio avait retrouvé son équilibre, sa confiance et sa force. L'homme qui avait renoncé à sortir de chez lui s'est mis à marcher chaque jour autour du pâté de maison. Sa transformation a été si impressionnante que même ses voisins ont commencé à l'imiter. Ce récit révèle l'essence du deuxième exercice. Il ne s'agit pas seulement de marcher, mais de marcher en défiant le corps, en affrontant de petites instabilités qui reconstruisent sa capacité de réaction. C'est ainsi qu'on prévient les chutes, non pas avec des médicaments ni avec des béquilles, mais avec un entraînement réel. Et c'est ainsi qu'on regagne l'autonomie que le système préfère voir disparaître. Mais il existe un troisième exercice, encore plus troublant, non pas par sa difficulté, mais parce qu'il expose un tabou que personne n'ose aborder. Il concerne les hanches et la colonne vertébrale, des zones qui concentrent l'essence de la mobilité. Perdre leur flexibilité, c'est perdre l'accès à son propre corps. Beaucoup croient qu'après 60 ans, cette perte est inévitable. Mais ils se trompent. Le troisième exercice consiste à s'asseoir au sol et à se relever à genoux, en répétant le mouvement lentement, comme une danse contrôlée. Il exige étirement, coordination et force des hanches et de la colonne, restaurant des capacités que vous pensiez perdues à jamais. Pour ceux qui ressentent déjà une raideur, l'impact est brutal. Les premiers essais semblent impossibles, mais chaque tentative réveille des muscles endormis et des articulations oubliées. Peu à peu, le corps réapprend. Le plus inquiétant, c'est de comprendre ce que cela signifie. La plupart des personnes âgées évitent tout contact avec le sol. La peur de ne pas pouvoir se relever les enchaîne. Mais c'est précisément cette peur qui accélère le déclin. Éviter le mouvement condamne le corps à une perte définitive. Au Japon, les aînés continuent d'utiliser le sol dans leur quotidien pour manger, discuter, se reposer. Sans le savoir, ils pratiquent cet exercice chaque jour. Ici, nous évitons le sol comme s'il était un ennemi et nous payons le prix par des articulations faibles, des hanches rigides et des colonnes raides. L'impact psychologique de cet exercice est immense.
Imaginez une personne âgée qui passe des années à dépendre d'une aide pour se relever. Le sentiment d'inutilité la ronge, mais quand elle découvre qu'elle peut encore bouger seule, quelque chose change. Ce n'est pas seulement le corps qui renaît, c'est l'esprit. La confiance revient, la peur recule et la vie reprend des couleurs. Je pense à une femme nommée Hélène, 74 ans, que son médecin avait déclarée fragile. Elle dépendait d'un siège spécial pour presque toutes ses activités et vivait sous l'ombre de la dépression. Quand elle a entendu parler de cet exercice, elle a ri. Elle a dit que ce serait impossible, mais elle a décidé d'essayer. Au début, elle peinait à s'incliner. Après des semaines de pratique lente, elle a commencé à se relever du sol sans aide. Chaque victoire illuminait son regard de fierté. Quelques mois plus tard, Hélène non seulement se déplaçait de manière autonome, mais jouait de nouveau avec ses petits-enfants sur le tapis du salon. Ce qui semblait perdu avait été restauré. Des histoires comme la sienne sont dangereuses pour le système. Elles montrent que la fragilité n'est pas une condamnation, mais une construction culturelle, que l'indépendance peut être maintenue non pas avec des appareils coûteux, mais avec des exercices simples, et que l'industrie de la vieillesse préfère vendre des solutions complexes plutôt qu'admettre que le secret réside dans des pratiques ancestrales gratuites. Le deuxième exercice enseigne à marcher avec conscience. Le troisième redonne la flexibilité des hanches et de la colonne. Ensemble, ils forment une barrière contre la fragilité que l'Occident accepte comme une fatalité. Mais nous ne sommes pas encore au point le plus critique, car il existe un quatrième exercice qui touche directement au tabou le plus profond, la relation entre la force, le vieillissement et les profits occultes de ceux qui se nourrissent de la dépendance des autres. Et ce n'est toujours pas le pire. Chaque pas que vous avez franchi jusqu'ici a ouvert une fissure dans le mur de la fragilité. Le premier mouvement a rendu la base perdue, le deuxième a réveillé l'équilibre, le troisième a libéré les hanches et la colonne d'une rigidité que l'on croyait inévitable. Mais nous entrons maintenant dans un territoire plus dangereux encore, des mouvements qui ne se contentent pas de renforcer, mais qui mettent à nu le tabou de la vieillesse transformée en marché. C'est ici que beaucoup abandonnent, car la vérité est difficile à avaler. Il n'existe pas de miracle, pas de pilule dorée. Il existe l'effort. Et l'effort est précisément ce que le système de santé moderne ne veut pas que vous découvriez. Le quatrième exercice ressemble à une provocation. Il consiste simplement à s'accroupir, les pieds entièrement posés au sol, à rester dans cette position quelques secondes, puis à se redresser lentement. En Orient, cette posture est encore naturelle. On s'y repose, on y discute, on y prend même des repas. En Occident, elle est devenue presque impossible. Des décennies passées sur des chaises ont atrophié les chevilles, affaibli les mollets et volé la mobilité des hanches. Essayer de s'accroupir révèle avec brutalité à quel point le corps a désappris à se soutenir. Mais c'est précisément dans cet inconfort que se trouve la clé. Chaque seconde passée accroupie active des chaînes musculaires profondes, renforce les genoux, étire les tendons et réveille l'instinct primitif de l'équilibre. Et voici ce que peu de gens comprennent. Celui qui garde la capacité de s'accroupir perd rarement son autonomie. Car s'accroupir n'est pas seulement un exercice, c'est un code secret d'indépendance. C'est le geste qui permet de ramasser un objet, de se relever sans peine, de garder la liberté de mouvement. Perdre ce geste, c'est perdre le pont entre la vie active et la dépendance silencieuse. Dans de nombreuses maisons de retraite, vous verrez des personnes âgées incapables de se pencher. Elles dépendent des autres pour les tâches les plus banales. Et c'est là que la machine de l'industrie de la vieillesse avance sans pitié. Chaque incapacité devient un service vendu, chaque limitation, une opportunité de profit. Je me rappelle d'une scène troublante dans une de ces institutions. Un homme de 82 ans, lucide et plein de vitalité mentale, pleurait parce qu'il ne pouvait pas se pencher pour nouer ses chaussures. Ce n'était pas une maladie grave, juste la perte d'un mouvement fondamental. Et cette perte l'avait condamné à dépendre des soignants pour des gestes intimes, personnels, essentiels. Imaginez l'impact psychologique. Ce n'est pas seulement une faiblesse physique, c'est une humiliation, une lente érosion de l'identité. Le quatrième exercice rend la dignité. Avec une pratique progressive, s'accroupir renforce la base, réveille les réflexes et prépare le corps
à supporter le poids de la vie elle-même. Mais si cela vous semble déjà inconfortable, attendez d'entendre parler du 5e exercice, le plus symbolique et en même temps le plus redouté. Le 5e mouvement est une marche presque primitive, avancée à 4 appuis, mains et pieds au sol, en alternant bras et jambes comme un enfant qui rampe. Oui, cela peut paraître étrange, voire ridicule, mais ce schéma est un trésor oublié. Il relie la force du tronc, la coordination neuromusculaire et la mobilité de la colonne d'une manière qu'aucune machine de salle de sport ne peut reproduire. C'est un exercice qui rend au corps ce que la modernité lui a volé, l'intégration totale. Chaque pas active des muscles abandonnés depuis des décennies, rallume des connexions que la sédentarité avait éteintes et rend au cerveau la sensation de contrôle sur l'ensemble du corps. L'impact est profond. Ceux qui reprennent ce mouvement redécouvrent non seulement leur force, mais aussi leur confiance. Ils réalisent qu'ils peuvent encore se soutenir, encore réagir, encore défier le poids des années. Le tabou est tel que beaucoup refusent d'essayer, estimant que c'est indigne. Mais l'horreur véritable, c'est l'alternative. Vivre enchaîné au lit, incapable de se relever sans aide. Ramper, aussi étrange que cela paraisse, est un rituel de résistance. C'est le geste qui rappelle au corps qu'il reste de la vie, qu'il reste un combat. Réfléchissez maintenant au lien entre ces exercices et ce que le système cache. Tant que vous croyez que vieillir signifie accepter les cannes, les fauteuils roulants et les médicaments toujours plus chers, l'industrie de la vieillesse prospère comme une ombre immense. Les hôpitaux gagnent sur les opérations de la hanche. Les pharmacies s'enrichissent avec les antidouleurs. Les maisons de retraite transforment la fragilité en marché. C'est un jeu cruel où votre indépendance est la monnaie d'échange. Plus tôt vous devenez dépendant, plus tôt vous alimentez cette machine. Mais quand quelqu'un découvre ces mouvements et les pratique, même discrètement, il brise la logique. Il devient moins rentable pour le système. Une personne âgée capable de se relever seule, de marcher en équilibre, de s'accroupir pour ramasser quelque chose et même de ramper au sol, devient invisible pour cette industrie. Invisible parce qu'elle ne rapporte rien. Invisible parce qu'elle ne figure pas dans les statistiques de dépendance. Invisible parce qu'elle a osé résister. Et c'est là que se trouve le plus grand choc, car les mouvements que vous avez découverts ne sont pas seulement des exercices. Ce sont des codes secrets de liberté. Pris séparément, ils renversent des années de fragilité. Ensemble, ils dressent une barrière contre la dépendance précoce. Ils sont comme une clé qui ouvre l'accès à ce que la société préfère vous faire oublier. L'autonomie est possible, mais elle exige de la pratique, elle exige de la discipline. Et elle exige le courage de confronter le confort qui affaiblit. Vous vous demandez peut-être, et s'il est déjà trop tard? Et si mon corps est déjà trop fragile? La réponse est dure, mais libératrice. Il n'est jamais trop tard pour réveiller des muscles endormis. Chaque répétition, si petite soit-elle, envoie un message au corps, ce n'est pas fini. Et ce message peut être la frontière entre celui qui abandonne et celui qui lutte jusqu'au bout. Les Japonais n'ont pas un secret génétique, ils ont des habitudes. Des habitudes que l'Occident a abandonnées au nom de la vitesse, du confort et du profit. Et tant que nous continuerons à croire que la fragilité est un destin, nous continuerons à nourrir un système qui prospère grâce à notre faiblesse. Mais lorsque nous choisissons le chemin inverse, même silencieusement, nous ouvrons une brèche dans cette machine. Une brèche qui peut tout changer. Vous connaissez déjà 4 mouvements. Vous avez affronté le 5e, le plus étrange et le plus puissant de tous. Mais il reste quelque chose qui n'a pas encore été dit. Il existe une limite secrète, cachée entre les lignes de ces exercices, qui peut transformer complètement la manière dont vous percevez le vieillissement. Cette limite est si troublante que beaucoup préfèrent l'ignorer, mais sans la comprendre, tout effort risque d'être vain. Il existe une limite secrète que personne n'ose mentionner, jusqu'à maintenant. Nous sommes arrivés au point que beaucoup préfèrent éviter, la limite secrète qui sépare ceux qui vieillissent avec dignité de ceux qui deviennent prisonniers de leur propre fragilité. Pendant des décennies, on vous a fait croire que cette limite était génétique, qu'elle était inscrite dans votre ADN, qu'il n'y avait rien à faire sinon l'accepter.
Mais la vérité est bien plus troublante. Cette limite n'est pas biologique, elle est culturelle, elle est imposée. Elle est construite par un mode de vie moderne qui nous éloigne chaque jour des mouvements qui soutiennent notre autonomie. Le corps humain n'a pas été conçu pour passer sa vie assis sur des chaises, dans des voitures ou sur des canapés. Il a été façonné pour s'accroupir, marcher, se relever du sol, avancer à 4 appuis, utiliser ses muscles en harmonie avec l'environnement. Quand nous abandonnons cela, nous en payons le prix. Muscles atrophiés, articulations faibles, réflexes éteints. Et le plus cruel, c'est qu'on nous répète que cette perte est naturelle alors qu'elle est induite. Voici la grande révélation. L'indépendance n'est pas une question de chance ni de génétique privilégiée, c'est une question d'habitude. La limite qui enchaîne tant de personnes âgées au déclin n'est pas physique, elle est mentale. La croyance qu'il n'y a rien à faire est ce qui condamne, tant que vous croyez que vieillir signifie attendre passivement la fragilité. Le corps obéit et s'effondre. Mais quand vous osez défier ce récit et pratiquer des mouvements simples, aussi anciens que l'humanité, le corps répond, il s'éveille, il se reconstruit. Il prouve qu'il peut encore beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas un hasard si, dans des pays comme le Japon, où ces mouvements font encore partie de la vie quotidienne, la fragilité est repoussée de plusieurs décennies. Ce n'est ni la génétique, ni un miracle, ni la médecine, c'est la culture, c'est la pratique. C'est une résistance silencieuse contre la décadence. Et c'est précisément ce que l'Occident préfère dissimuler. Car admettre que la solution se trouve dans des habitudes simples et gratuites menace la machine milliardaire de l'industrie de la vieillesse. Et maintenant, devant vous, 2 chemins se dessinent. Le premier est de continuer à croire le récit confortable, que l'âge est un ennemi invincible, que la dépendance est inévitable, que le destin est déjà écrit. Ce chemin est facile, mais il mène à la perte d'autonomie, à l'enfermement dans des lits et des fauteuils, au silence de la résignation. Le second chemin est plus exigeant, mais infiniment plus précieux. Défier ce destin avec de la pratique, de la discipline, du courage. Vous connaissez désormais les 5 mouvements. Ils ne demandent pas d'appareils coûteux, pas de salle de sport sophistiquée, pas de recettes miracles. Ils demandent une décision, bouger. Chaque répétition est une déclaration d'indépendance. Chaque effort est une manière de dire à votre corps « c'est moi qui commande encore ». Et chaque victoire, aussi petite soit-elle, est une rupture contre le système qui se nourrit de votre faiblesse. Mais attention, cette connaissance n'est pas pour tout le monde. Beaucoup écouteront, hocheront la tête et retourneront à leur canapé. Peu auront le courage de l'appliquer. Peu supporteront l'inconfort initial. Peu affronteront le poids de savoir qu'ils pouvaient changer leur destin, mais ont choisi de ne pas essayer. Et ceux-là paieront le prix le plus lourd, la conscience qu'ils auraient pu vivre libres, mais ont accepté la prison. Vous n'avez pas à être parmi eux. Vous pouvez choisir d'appartenir à la minorité qui résiste, qui défie, qui prouve que l'indépendance est possible à 80, 90 ans ou plus. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait le premier pas. À vous maintenant de décider si vous transformerez ce savoir en pratique ou si vous le laisserez s'éteindre, comme tant d'autres avant vous. Avant de conclure, je veux que vous écriviez en commentaire « Je choisis l'indépendance ». Cette phrase est plus qu'un symbole. C'est le début d'un pacte avec vous-même. C'est la signature invisible que vous refusez le récit de la fragilité. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Parce qu'ici, je continuerai à révéler les secrets que personne ne veut que vous sachiez, les mouvements et les habitudes capables de libérer votre corps et votre esprit de la prison de la vieillesse lucrative. La limite secrète n'est pas dans vos muscles, elle est dans votre décision. L'avenir que vous aurez dépend de ce que vous choisissez aujourd'hui. Vous pouvez accepter l'obscurité de la dépendance ou choisir la lumière troublante de la vérité que nous venons de dévoiler. Le choix vous appartient et le moment de le faire, c'est maintenant.